ce qui s'est passé ici, au milieu de l'océan Pacifique, est encore difficile à expliquer. La marine a reçu des rapports concernant un objet géant reposant potentiellement au fond de l'océan. Personne ne savait à quoi s'attendre, donc tout le monde est resté bouche bée lorsqu'un énorme avion ancien a été soudainement sorti de l'eau. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, les choses sont devenues encore plus folles. Lorsque la marine est arrivée sur place, elle l'a fait avec un grand navire-crâne. C'était un vaisseau maritime qu'ils n'avaient presque jamais eu à utiliser, mais selon des sources, cette affaire était quelque chose de spécial. Des rapports sont venus d'un paquebot qui avait passé cette partie de l'océan quelques jours auparavant. Apparemment, le radar à bord avait repéré un objet inconnu géant au fond de l'océan. Les appels concernant cet objet étaient intrigants, mais avant que la marine puisse répondre, ils avaient besoin de preuves. Leur temps et, surtout, leur module de grue était coûteux. Ils étaient restés en stockage, utilisés uniquement pour des missions importantes, mais lorsque le commandant naval a vu l'image que le radar du paquebot avait fournie, il a immédiatement appelé son équipe et leur équipement à action. Après un voyage, l'équipage et leur grue ont atteint l'emplacement de l'objet détecté. Tout le monde était concentré et prétendit que les gros câbles de la grue étaient abaissés dans les profondeurs de la mer, accompagnés d'un robot de plongée. Ce robot était utilisé pour fixer les câbles à ce qui se trouvait là-dessous, mais il fournissait également des images très attendues, ce qui était tout aussi excitant. Tout le monde à bord du navire était rivé à l'écran montrant les images de la caméra, donc lorsque le robot a montré l'image d'un grand avion au fond de l'océan, des exclamations ont retenti tout autour. Jusque-là, la plupart d'entre eux pensaient encore qu'un morceau cassé de récif corallien avait causé la détection radar. Mais lorsque l'avion est devenu visible, il n'y avait plus de doute. Personne ne s'attendait à cela, et même le capitaine du navire était sans voix. L'avion était gigantesque. Comment est-il arrivé là-bas, et que pourrait-il contenir? Les rumeurs se répandaient parmi l'équipage comme une traînée de poudre. Peut-être que c'était un jet privé appartenant à quelqu'un de riche d'autrefois. Non, c'est trop grand pour un seul homme riche, mais à qui appartenait-il? Il n'y avait qu'une seule façon de répondre à ces questions brûlantes, soulever l'avion du fond de l'océan et le ramener à la surface. Le robot de plongée de la marine a ancré les câbles sur des points de fixation sur l'avion, et le travail a ensuite été transféré au module de grue à bord du navire. D'un coup de manette, les câbles ont été rétractés, et l'avion a commencé à se soulever. Ce n'était pas une tâche facile, l'avion était bien plus grand que ce que l'équipage naval avait anticipé, et à chaque pouce vers le haut, la grue grinçait et soufflait. Le poids même de l'avion faisait pencher le bateau en avant à tel point que plusieurs membres de l'équipage commençaient à transpirer. Mais bien que le voyage ait été difficile, il y avait des progrès, et l'équipage attendait nerveusement de voir l'avion émerger de la surface de la mer. Après un moment de tirage et de tirage prudent, la grue a finalement atteint la surface. Des acclamations retentissaient à bord du navire, comme si l'équipage célébrait sa première mission. Ils étaient tous des marins chevronnés, mais une capture comme celle-ci était une première pour eux tous. L'avion était énorme. Il avait des rayures noires et blanches sur sa queue, et toutes ses fenêtres avaient disparu. Il était clair pour l'équipage que l'avion était au fond de l'océan depuis un certain temps, et ce n'était pas seulement la conception de l'avion de l'ancienne école qui le trahissait. Le vaisseau était complètement rouillé, rendant impossible l'identification des marquages de la compagnie en dessous. C'était un problème car, pour tirer une quelconque conclusion ou consulter leurs archives, ils devaient identifier l'avion. Nous devons découvrir tout ce que nous pouvons sur cet avion, et cela signifie qu'il n'y a qu'une seule chose à faire maintenant, a déclaré le capitaine de la marine à son équipage. Les ailes étant maintenant également au-dessus de l'eau et l'avion étant stabilisé dans l'ensemble, quelqu'un devait entrer à l'intérieur pour une enquête plus approfondie. Les ailes serviraient de pont stable pour que 2 membres de l'équipage puissent traverser. Qui se porte volontaire? Tout le monde autour du capitaine était curieux. Il n'y avait pas de problème à ce sujet, mais les nerfs de découvrir de première main ce qu'il y avait à l'intérieur étaient clairement un facteur parmi l'équipage. Ainsi, lorsqu'aucun volontaire ne s'est manifesté dans les premières minutes, il n'y avait d'autre choix que de tirer au sort pour voir qui deviendrait le premier explorateur à entrer. Ils ont déterminé qu'il s'agirait d'un travail à 2.
La raison en était très simple, ils voulaient obtenir des réponses aussi vite que possible, donc plus on était nombreux, mieux c'était. Mais la stabilité était un problème, l'avion étant lourd et toujours suspendu par les câbles. Par mesure de sécurité, pas plus de 2 personnes ne pouvaient être à bord en même temps. Finalement, il a été décidé que Rick de l'équipage du pont et le steward Mark seraient ces heureux élus. Encouragés par les membres de leur équipe en haut du pont, les deux ont soigneusement descendu l'échelle du navire. Le chemin de fer en fer courait tout le long du côté du navire jusqu'à ce qu'il s'arrête à environ 1 mètre au-dessus de l'aile de l'avion. Ainsi, avec les mains tremblantes mais un atterrissage en douceur, les deux courageux membres de l'équipage ont atterri sur la surface de l'avion. Rick et Mark ont signalé qu'ils étaient arrivés en toute sécurité et ont également transmis ce message via le talkie-walkie qu'ils tenaient. On leur a demandé de rester en contact constant pour que leur découverte puisse être communiquée directement. C'était aussi une mesure de sécurité supplémentaire au cas où ils auraient besoin d'aide. Après tout cela réglé, les deux hommes ont traversé l'aile pour se rendre à la partie principale de l'avion. Il y avait largement assez d'entrées parmi lesquelles choisir, l'avion n'ayant plus de fenêtres. Ils ont choisi celle du centre. Tandis que Rick offrait une aide à son collègue, Mark a été hissé à l'intérieur. L'intérieur de l'avion était complètement vide de vie, comme prévu, puisqu'il était clairement resté sous l'eau pendant un certain temps. Mais ils ont cependant fait une autre observation rapide. Il y avait plusieurs rangées de sièges dans l'avion, et chacun avait son propre numéro. C'était un avion de passagers. Rick a communiqué avec son capitaine via le talkie-walkie. Peu après, ils ont fait une autre découverte importante. Ils ont trouvé un numéro de série sur l'un de ces sièges, datant de 1970. Que diable s'est-il passé ici, a demandé Mark à son collègue. Rick haussait les épaules et continua ses recherches, espérant que ce qui restait dans l'avion pourrait fournir des réponses. Après un certain temps sans aucune piste, les deux hommes ont visité la seule zone de l'avion qui n'avait pas été fouillée, le cockpit du pilote. C'était aussi la seule pièce à l'intérieur du vaisseau qui avait encore une porte. Prêt à tirer, a demandé Rick, et Mark a hoché la tête. Rick avait déjà essayé d'ouvrir la porte par son poignet, mais comme elle était complètement rouillée, un simple tirage ne fonctionnait pas. Ouvrir cette section fermée signifiait que les deux hommes devaient exercer tout leur poids corporel sur la poignée et se pencher en arrière de toute leur force pour que la porte coopère. Mais leurs efforts ont heureusement été récompensés lorsque le blocage en fer a commencé à grincer bruyamment. La porte s'est ouverte, révélant enfin la salle de contrôle du pilote derrière, et c'était magnifique. Le cabinet contenait des centaines de boutons et d'autres gadgets. La pièce ressemblait à celle d'un vieux film de James Bond, ce qui montrait clairement que la technologie de vol s'était beaucoup améliorée au fil des ans. Cependant, la découverte la plus importante a été faite dans un petit paquet. Au centre du cockpit se trouvait une petite boîte métallique. Elle était rouillée, tout comme la plupart de l'avion, mais lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé quelque chose de complètement intact. Rick et Mark ont regardé un sac plastique scellé, et à l'intérieur, il y avait un enregistreur. Les deux hommes ont immédiatement su que cette découverte était significative, alors ils ont informé leur commandant. En effet, leur enthousiasme concernant la trouvaille a été partagé par leur capitaine via le talkie-walkie. Ils ont reçu l'ordre d'ouvrir le sac, et à leur grande surprise, le seau plastique avait tenu bon toutes ces années. L'enregistreur était complètement sec, donnant aux hommes beaucoup d'espoir que tout ce qui avait été enregistré était encore récupérable. Après avoir scellé à nouveau leur trouvaille, les deux hommes sont sortis de l'avion. Leur sortie a été accueillie par un enthousiasme bruyant. Des chants joyeux ont retenti depuis le pont du navire alors que Rick et Mark remontaient l'échelle. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes, car ils ont remarqué qu'une cassette était toujours à l'intérieur de l'enregistreur désormais établi. Elle était posée au centre de la table. Puis l'équipage a regardé avec curiosité leur capitaine remplacer les vieilles piles. Peu importe que cet appareil soit ancien, la technologie était robuste et avait facilement survécu à l'épreuve du temps. Même si la technologie a changé au fil des ans, la conception des piles est restée la même. Ils ont utilisé les piles de leur radio sans fil et les ont placées dans l'enregistreur. Il était maintenant temps d'appuyer sur lecture.
La bande a d'abord produit des bruits de statique pendant environ 1 minute, mais ensuite, soudainement, une voix s'est fait entendre dans l'appareil. Rick, Mark et le reste de l'équipe étaient tous émerveillés. C'était excitant. Peu de temps après que la voix ait commencé à parler, elle s'est présentée comme étant celle du pilote de l'avion désormais coulé. Selon le pilote, lui et ses passagers avaient volé dans une tempête. La tempête était apparue de nulle part et avait gravement endommagé l'avion. L'équipage de la marine écoutait attentivement chaque mot. Le vent est fou, et il a d'une manière ou d'une autre soufflé des débris dans notre moteur de l'aile gauche, brisant complètement le mécanisme. J'ai bien peur que nous devions effectuer un atterrissage d'urgence au milieu de l'océan maintenant. L'équipage de la marine était collé à l'appareil, comme s'ils écoutaient le podcast le plus palpitant de tous les temps. D'après le reste de l'enregistrement, l'avion a effectué l'atterrissage d'urgence à la perfection et tous les passagers ont survécu à leur voyage vers la surface de l'eau. Mais il y avait un problème. Étant donné l'état de l'avion, il coulerait inévitablement au fond de l'océan. C'est pourquoi le pilote de l'avion avait ordonné de gonfler les radeaux de sauvetage afin que toutes les personnes à bord aient une chance de survivre. Le pilote avait prévu d'utiliser ces radeaux pour emmener ses passagers et son équipage vers l'île la plus proche sur leur carte. Ils espéraient survivre à la tempête, car elle rendait la mer très agitée. L'homme courageux a donné les coordonnées de leur destination afin de l'enregistrement et a laissé l'enregistreur scellé dans son avion, espérant que quelqu'un pourrait le trouver et les sauver. Eh bien, la partie découverte était terminée, même si cela faisait plus de 50 ans. Lorsque la cassette s'est terminée, l'équipage de la marine s'est regardé, ébahi. Nous devons aller à ces coordonnées, était un avis partagé parmi tous les membres de l'équipage, et même leur capitaine, qui prenait toujours la sécurité, ne pouvait qu'être d'accord. Ils ont entré les coordonnées et ont commencé leur voyage. Pendant le trajet, l'équipage a débattu sur le sort des passagers de l'avion. Ont-ils réussi à atteindre l'île? S'y trouvent-ils toujours? Il est devenu clair que les avis sur ces sujets étaient partagés. Certains disaient que cela faisait trop longtemps et que si quelqu'un les avait trouvés, cela aurait été fait depuis longtemps. D'autres pensaient qu'ils n'avaient probablement jamais atteint la rive, mais certains membres de l'équipage, y compris Rick et Mark, gardaient espoir. Ils croyaient que la population de cet avion était résiliente et pleine de ressources, leur donnant une chance de s'en sortir. Après environ 20 minutes de trajet en bateau, l'équipage de la marine aperçut une île. « Je vois une île là-bas », s'écria le premier maître au capitaine. Après cette remarque, le bateau a immédiatement pris de la vitesse, l'ancre a été jetée dans les eaux peu profondes, et l'équipage a marché sur les plages de sable jusqu'à ce que leurs bottes touchent le sable sec. Ils étaient arrivés sur une île apparemment abandonnée au milieu de l'océan Pacifique. Elle correspondait aux coordonnées données par le pilote de l'avion, mais y avait-il encore de la vie sur cette terre apparemment déserte? Eh bien, ils étaient sur le point de le découvrir. L'équipage de la marine, maintenant désireux de découvrir les secrets de cette île, s'est divisé en petites équipes et a commencé à explorer. L'île était étrangement silencieuse, et au début, il n'y avait aucun signe de vie. Pas d'empreinte, pas de feu de camp, rien qui indique que quelqu'un y avait séjourné. Leur recherche initiale a été infructueuse, et certains se sont demandé s'il s'agissait d'une chasse au trésor sans fin. Après tout, à mesure que l'équipage s'enfonçait, ils sont tombés sur ce qui semblait être une vieille clairière. La végétation commençait à la reprendre, mais c'était sans aucun doute une construction humaine. « Regardez ça », dit Rick en pointant les contours faibles de ce qui avait peut-être été un petit jardin. C'était un petit indice, mais suffisant pour raviver leur espoir de trouver quelque chose de plus. Dans les heures qui ont suivi, d'autres indices ont commencé à émerger. Ils ont trouvé des morceaux de tissu usé suspendus aux branches, un pot cassé à moitié enfoui dans le sable, et ce qui semblait être un foyer, longtemps éteint. Ce n'étaient pas les restes de visiteurs récents, mais ce n'était pas non plus ancien. Quelqu'un a vécu ici, murmura Mark, la voix remplie d'émerveillement. Mais où sont-ils maintenant? Plus ils s'enfonçaient, plus ils trouvaient des signes d'habitation. Des structures anciennes, ressemblant à des huttes ou des abris de fortune, se dressaient entre les arbres de la jungle sauvage. La réalisation leur est tombée dessus d'un coup. Ce n'était pas simplement une île que des gens avaient visitée,
c'était un endroit où des gens avaient vécu. Ça devait être eux, dit le capitaine, un mélange d'émerveillement et d'incrédulité dans la voix. Les survivants de l'avion. Mais à mesure qu'ils poursuivaient leur exploration de l'île, le silence est soudainement devenu oppressant. Pour une raison quelconque, Mark s'est arrêté dans ses tracts, ses yeux scrutant la végétation dense devant eux. « Vous ressentez ça » demanda-t-il à Rick, la voix à peine plus qu'un murmure. Rick acquiesça, ressentant la même chose. Ils n'étaient pas seuls. Et c'est alors qu'ils les ont vus, des silhouettes émergeant des arbres, les entourant de tous côtés. L'équipage a instinctivement levé les mains en signe de paix, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite. Les personnes qui les entouraient étaient d'âge variés. Certains étaient jeunes, d'autres d'âge moyen, mais tous semblaient forts et en bonne santé, malgré leurs vêtements usés et leurs visages marqués par les années. Ils ne dirent rien au début, observant simplement l'équipage de la marine avec des yeux fatigués. « Que veulent-ils de nous » murmura Rick. Après un moment de tension, une femme plus âgée s'avança. Elle fit signe à l'équipage de la suivre, et sans autre choix, ils le firent. Le groupe les conduisit à travers un chemin sinueux dans la jungle jusqu'à un grand camp. C'était une sorte de village, avec des structures en bois, des jardins et même des animaux. L'équipage était choqué. Ce n'étaient pas les restes d'une civilisation disparue depuis longtemps, c'était une communauté prospère. En entrant dans le camp, les gens les observaient avec un mélange de curiosité et de prudence. Des enfants se cachaient derrière leurs parents, et quelques personnes plus âgées se tenaient à l'arrière, les observant attentivement. Il devint rapidement évident pour l'équipage de la marine qu'ils étaient tombés en plein cœur d'une société qui vivait en isolement depuis des décennies. Une grande hutte se dressait au centre du village, et lorsqu'ils y entrèrent, ils trouvèrent un seul homme assis à une table en bois. Ses cheveux étaient blancs et de profondes rides marquaient son visage, mais ses yeux étaient perçants et alertes. Il leva les yeux et sourit. « Vous nous avez trouvés, dit-il, sa voix rauque mais chaleureuse. Je suis le pilote. Avez-vous trouvé mon enregistrement ?» Le pilote, maintenant âgé de 89 ans, était toujours en vie et n'avait jamais perdu espoir que quelqu'un finirait par le retrouver. Il expliqua que, après leur atterrissage d'urgence, ils avaient utilisé les radeaux de sauvetage pour atteindre l'île. Au début, ils espéraient un sauvetage rapide, mais à mesure que les jours se transformaient en semaines puis en mois, ils se rendirent compte que personne ne viendrait. Alors ils construisirent une nouvelle vie ici. Beaucoup des adultes d'origine étaient décédés au fil des ans, expliqua le pilote, mais leurs enfants avaient grandi et avaient leur propre famille. La communauté qu'ils avaient bâtie était petite mais autosuffisante. La voix du pilote était remplie de fierté en parlant de la manière dont ils avaient survécu, mais il y avait aussi de la tristesse, sachant que le monde extérieur les avait oubliés. C'est alors que l'équipage de la marine leur offrit un moyen de quitter l'île. Leur navire avait suffisamment de place pour les ramener à la civilisation, dans un monde qui avait beaucoup changé depuis leur départ. Les membres plus jeunes de la communauté de l'île, dont beaucoup n'avaient jamais connu autre chose que cette vie, étaient hésitants. Ils avaient construit toute leur vie ici, et l'idée de partir leur était terrifiante. Mais le pilote, désormais le sage leader du groupe, prit la parole. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait vu le monde avant cette île, qui savait ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. « C'est votre chance, leur dit-il. Nous avons bien vécu ici, mais vous méritez plus que cela. Vous méritez un avenir. » Les membres plus jeunes de la communauté commencèrent lentement à écouter les paroles du pilote, et peu à peu, ils commencèrent à accepter l'idée de partir. Avec la bénédiction du pilote, les habitants de l'île se préparèrent à quitter leur foyer. Il y eut des adieux émouvants, surtout pour ceux qui avaient grandi sur l'île et qui quittaient le seul endroit qu'ils aient jamais connu. Mais il y avait aussi de l'excitation, un sentiment d'espoir pour l'avenir qui avait été absent depuis si longtemps. Plus de 80 personnes ont rejoint l'équipage de la marine à bord de leur navire ce jour-là. Le navire de la marine a pris la mer en direction de la civilisation, portant avec lui les descendants d'un crash d'avion oublié depuis longtemps par le monde. Après un rapide bilan de santé pour vérifier que tout le monde allait bien, tous ont été déclarés en bonne santé et ont été autorisés à quitter l'hôpital. Le gouvernement local les a accueillis à bras ouverts et leur a permis de s'installer dans une petite ville en tant que communauté unie.
La petite ville était nouvelle et effrayante au début, mais puisqu'ils avaient le droit de vivre ensemble, elle leur semblait aussi familière d'une certaine manière. Sous la direction de leur pilote et leader, la plupart d'entre eux trouvèrent rapidement leur voie dans la vie et apportèrent leur contribution de manière significative. Le groupe s'adapta et trouva des emplois, principalement dans l'agriculture ou la construction, car ces domaines étaient liés à la vie qu'ils connaissaient. Mais, peu importe combien ils s'adaptèrent et aimèrent leur nouvelle vie sur le continent, ils se souvenaient toujours de l'île qui avait été leur foyer pendant si longtemps. Ils sont restés proches, unis par l'histoire partagée de leur survie et de leur résilience. Environ un an après leur arrivée, le pilote décéda à l'âge respectable de 90 ans. Il était vieux, sage et aimant, un véritable leader. Rick, Mark et le reste de l'équipage de la marine assistèrent à ses funérailles. Lorsqu'ils arrivèrent, ils furent surpris de voir à quel point la foule était nombreuse pour cet homme âgé. En à peine un an, cette communauté avait fait de nombreux amis, un véritable reflet de leur altruisme et de leur volonté d'aider les autres. Ils faisaient désormais officiellement partie de ce monde, et ils devaient leur nouveau départ à leur leader.